Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire, une de celles qui nous glacent le sang, non pas par la violence physique qu'elle déploie, mais par la froideur calculatrice qu'elle révèle au sein même de ce qui devrait être notre refuge le plus sacré, la famille. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est un vieux dicton, une certitude rassurante. Mais parfois, hélas, le sang se gâte. Il tourne comme un mauvais vin oublié dans une cave trop humide, et il devient un poison. L'histoire de ce soir nous emmène dans le Bordelais, sur les terres nobles et anciennes d'un grand cru, là où les apparences sont aussi soignées que les vignes, et où les secrets sont aussi profonds que les racines. Installez-vous confortablement. Fermez les rideaux, servez-vous peut-être une tasse de thé ou un verre de rouge, et écoutez bien. Car l'histoire d'Hélène Valois pourrait à peu de choses près être celle de votre voisine, ou pire, celle qui vous guette au détour d'une signature que l'on croyait innocente. C'est une histoire de trahison, d'avidité, mais aussi et heureusement de résilience. Comment un fils choyé, élevé dans le confort et l'amour, a-t-il pu en arriver à vouloir effacer sa propre mère du monde des vivants, non pas en la tuant, mais en la rendant juridiquement inexistante. Tout commence, ou plutôt tout finit, dans l'ambiance feutrée mais terriblement oppressante de la salle d'audience du tribunal de grande instance de Bordeaux. Dehors, il pleut. Une de ces pluies fines et pénétrantes, typiques de la région qui mouille les pavés et assombrissent les façades en pierre blonde. À l'intérieur, l'air est lourd, chargé d'électricité statique et d'odeur de cire et de vieux dossiers. Sur le banc des accusés, ou plutôt des mis en cause dans cette procédure civile qui a viré au drame pénal, se tient une femme, Hélène. 74 ans. Elle est petite voûtée, vêtue d'un tailleur gris anthracite qui a connu des jours meilleurs, mais qu'elle porte avec une dignité impériale. Face à elle, son fils, Jean-Paul. La cinquantaine flamboyante, le costume taillé sur mesure par un grand faiseur parisien, les cheveux gominés, avec soin, rejetés en arrière. Il ne regarde pas sa mère. Il regarde le juge avec cet air de componction feinte, cette tristesse jouée que les grands manipulateurs maîtrisent à la perfection. Son avocat, un ténor du barreau aux honoraires exorbitants, est en train de plaider. Sa voix tonne, remplit l'espace, écrase le silence. Il parle de sénilité, de démence frontotemporale, de mise sous tutelle nécessaire. Il décrit Hélène non pas comme la matriarche respectée qu'elle a toujours été, mais comme une enfant irresponsable, dangereuse pour elle-même et pour le patrimoine familial. Hélène, elle reste silencieuse. Ses mains qui ont taillé la vigne, qui ont tenu les livres de comptes, qui ont caressé le front fiévreux de ce fils ingrat, ses mains tremblent légèrement sur ses genoux. Mais si vous vous approchiez, si vous pouviez plonger votre regard dans le sien, vous n'y verriez pas la brume de la folie que l'avocat décrit avec tant de véhémence. Non, vous y verriez une flamme, un feu froid précis, une colère biblique contenue par une éducation irréprochable. Elle attend son heure. Elle sait que la vérité est une arme à retardement. Mais comment en est-on arrivé là? Comment cette femme propriétaire d'un des plus beaux domaines viticoles de la rive droite s'est-elle retrouvée traînée dans la boue par sa propre chair? Pour comprendre, il faut remonter le temps. Il faut revenir quelques mois en arrière, au château Valois. Imaginez une bâtisse du XVIIIe siècle majestueuse posée au milieu d'un océan de vignes qui s'étendent à perte de vue sous le soleil doré de l'Aquitaine. C'est le fruit du labeur d'une vie, et même de plusieurs vies. Hélène et son défunt mari Henri n'ont pas hérité de tout cela par magie. Ils l'ont construit hectare par hectare, millésime après millésime. Ils ont connu les années de gel qui brûlent les bourgeons, les étés de canicule qui rôtissent le raisin, les crises économiques, les banquiers frileux. Hélène n'était pas une femme oisive. Contrairement à l'image d'Épinal de la châtelaine qui donne des ordres à ses domestiques, elle était une femme de terrain et de chiffres. Quand Henri s'occupait de la vinification dans les chais,
Hélène gérait l'administration, la commercialisation, les exportations. Elle était la tête pensante, la gardienne du temple. À la mort d'Henri, emportée par une crise cardiaque foudroyante, 10 ans plus tôt, tout le monde pensait que le domaine péricliterait. C'était mal connaître Hélène. Elle a repris les rênes seule, avec une poigne de fer faisant prospérer l'entreprise comme jamais auparavant. Et puis, il y avait Jean-Paul, l'enfant unique, l'enfant roi. Ah, chers auditeurs, n'est-ce pas là souvent la faille originelle? Hélène et Henri avaient tant travaillé qu'ils avaient voulu épargner à leur fils la dureté de la terre. Jean-Paul a fait des études de commerce à Paris, il a voyagé, il a vécu la grande vie grâce aux dividendes du domaine. Il était beau, parleur, séduisant, toujours bien mis. Il revenait au château pour les fêtes, embrassait sa mère, complimentait le vin et repartait avec un chèque. Hélène fermait les yeux. C'était son fils, son seul lien avec Henri. Elle voulait croire qu'il s'installerait un jour, qu'il prendrait la relève. Mais la réalité, mes amis, est souvent moins romantique. Jean-Paul ne s'intéressait pas au vin, il s'intéressait à l'argent que le vin produisait. Il vivait au-dessus de ses moyens, flambant dans les cercles de jeux parisiens, investissant dans des projets fumeux qui ne voyaient jamais le jour. Hélène, dans sa grande demeure devenue trop vaste, commençait à se sentir seule, mais elle gardait la tête haute. Jusqu'à ce matin fatidique de novembre, où le ciel bas et gris semblait annoncer le désastre. C'était un mardi. Hélène était dans son bureau, une pièce austère aux murs couverts de boiseries sombres. Elle examinait les comptes de la Société civile immobilière familiale. Depuis quelques mois, elle notait des irrégularités, des virements oubliés, des factures de prestataires qu'elle ne connaissait pas. Elle avait fait appel dans le plus grand secret à un cabinet d'audit externe. Le rapport était là posé devant elle sur le buvard de cuir vert. Les chiffres étaient impitoyables. Jean-Paul ne se contentait plus de demander de l'argent. Il se servait. Faux en écriture, détournement de fonds signature imités. Il saignait l'entreprise à blanc pour couvrir des dettes de jeu colossales. La douleur d'une mère qui découvre que son fils est un voleur est une douleur muette, une déchirure interne qui ne saigne pas mais qui tue. Hélène aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu pleurer. Mais Hélène Valois était faite d'un bois dont on fait les navires qui affrontent les tempêtes. Elle a convoqué Jean-Paul. Il est arrivé le week-end suivant, décontracté, souriant, une bouteille de champagne à la main, ignorant que le couperet allait tomber. La confrontation eut lieu dans le grand salon sous le regard sévère des ancêtres peints à l'huile. « Tu m'as volé, Jean-Paul. Tu as volé la mémoire de ton père. » Sa voix n'a pas tremblé. Jean-Paul a d'abord ri, tenté de minimiser, parler d'emprunts temporaires, de problèmes de trésorerie passagers. Puis, devant les preuves accablantes, le masque est tombé. Le fils aimant a laissé place à un homme acculé, agressif, méprisant. « De toute façon, tout ça sera à moi bientôt. À quoi te sert tout cet argent? Tu es vieille, maman. Tu n'as plus besoin de rien. Laisse-moi gérer le monde moderne. » C'est à ce moment précis qu'Hélène a pris sa décision. Une décision radicale, terrible, mais nécessaire. Puisque tu attends ma mort pour dilapider ce que nous avons construit, je vais m'assurer qu'il ne restera rien à dilapider. Je vais modifier mon testament. Je vais vendre les parts qui m'appartiennent encore en pleine propriété et transférer l'assurance vie principale au bénéfice de la Croix-Rouge. Tu auras ta réserve héréditaire, le minimum légal, mais pas un centime de plus. La fureur de Jean-Paul fut effrayante. Il a hurlé, il a renversé un guéridon brisant un vase Ming inestimable. Mais il n'a pas frappé sa mère. Non, Jean-Paul était trop lâche pour la violence physique directe et surtout trop malin. Il savait que les bleus se voient, qu'ils se photographient, qu'ils mènent en prison. Il est parti en claquant la porte, jurant qu'elle ne s'en tirerait pas comme ça. Hélène est restée seule au milieu des débris tremblantes, mais persuadée d'avoir fait ce qui était juste. Elle pensait que le pire était passé. Elle se trompait lourdement. Jean-Paul avait un ami. Un de ses amis de l'ombre rencontré dans les cercles de jeu, un médecin radié de l'ordre quelques années plus tard, pour prescription frauduleuse, mais qui exerçait encore à l'époque
comme gériatre consultant dans des cliniques privées peu scrupuleuses. Le plan qu'ils échafaudèrent ensemble était d'une simplicité machiavélique. Si Jean-Paul ne pouvait pas convaincre sa mère, il devait la faire taire juridiquement. Il devait la faire déclarer incapable. Le piège s'est refermé lentement. D'abord, Jean-Paul est revenu quelques semaines plus tard, le profil bas, s'excusant, pleurant presque. Il a dit qu'il acceptait la sanction, qu'il voulait juste passer du temps avec elle pour se racheter. Hélène, le cœur maternel toujours prompte au pardon, a baissé sa garde. Elle l'a laissé s'installer au château pour quelques jours. C'est alors que les choses étranges ont commencé. Elle se sentait fatiguée, anormalement lourde. Ses tisanes du soir avaient un goût légèrement amer. Elle avait des absences, des trous de mémoire qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Jean-Paul était là toujours à lui dire « Maman, tu as encore oublié tes clés. Maman, tu as laissé le gaz ouvert. Maman, tu racontes n'importe quoi, tu ne te souviens pas. » C'est ce qu'on appelle le gaslighting, mes amis. Faire douter quelqu'un de sa propre santé mentale. Hélène commençait à avoir peur. Peur d'elle-même. Peur de cette vieillesse qui semblait l'attaquer soudainement avec une violence inouïe. Puis vint le coup de grâce administratif. Jean-Paul a fait venir son ami médecin au château, prétextant un simple bilan de santé pour rassurer tout le monde. Le docteur Morvan, un homme froid aux mains moites, qui posait des questions insidieuses, notant frénétiquement sur son carnet. Hélène, affaiblie par les substances qu'on lui administrait sans doute, à son insu a échoué au test cognitif truqué. Le diagnostic est tombé comme une sentence, début d'Alzheimer galopant paranoïa sénile, armé de ce certificat médical de complaisance. Jean-Paul est passé à la phase suivante, l'isolement. Il a renvoyé la femme de ménage fidèle, prétextant qu'elle volait de l'argenterie. Il a coupé la ligne téléphonique fixe. Il a confisqué le portable d'Hélène, disant qu'elle l'avait perdu dans le jardin. Il a filtré le courrier. Hélène s'est retrouvée prisonnière dans son propre château. Sa chambre et la bibliothèque attenante sont devenues sa cellule. Imaginez l'angoisse, la terreur sourde de cette femme. Elle sait qu'elle n'est pas folle, mais tout est fait pour le lui faire croire. Elle voit par la fenêtre les vignes qu'elle ne peut plus parcourir. Elle entend les voitures passer sur la route départementale au loin, mais personne ne s'arrête. Elle est devenue un fantôme dans sa propre vie. Jean-Paul lui rend visite tous les jours avec des documents, des procurations, des actes de donation, des mandats de protection future. « Signe, maman, c'est pour ton bien. Tu n'es plus capable de gérer, je vais m'occuper de tout. Signe et tu pourras te reposer. » Hélène refuse. Avec l'énergie du désespoir, elle refuse. Elle serre les dents, elle repousse les papiers. Alors Jean-Paul change de tactique. La gentillesse disparaît. Il la prive de ses livres préférés. Il fait monter le chauffage pour que l'air devienne irrespirable ou le coupe pour qu'elle grelotte. Il lui dit que si elle ne signe pas, il la placera dans un EHPAD public, un de ces mouroirs où l'on oublie les vieux dans des couloirs qui sentent l'urine et l'eau de javel. Tu finiras seule attachée à un lit si tu ne me donnes pas ce que je veux. C'est dans cette obscurité grandissante qu'une lueur d'espoir est apparue. Une lueur inattendue, incarnée par un homme simple, un homme de la terre Étienne. Étienne était le jardinier du château depuis 30 ans. Un homme taiseux, aux mains calleuses et au visage buriné par le soleil et le vent. Jean-Paul ne s'était pas méfié de lui. Pour Jean-Paul, Étienne faisait partie du décor comme un vieux chêne ou un banc de pierre. On ne se méfie pas des meubles, mais Étienne voyait. Il voyait les volets clos en plein jour. Il voyait la maigreur d'Hélène, les rares fois où il l'apercevait derrière une vitre. Il voyait les voitures de luxe des créanciers de Jean-Paul qui commençaient à défiler dans l'allée de gravier. Il comprenait. Il aimait Hélène comme une patronne juste et bienveillante. Un soir d'orage, alors que Jean-Paul était parti en ville faire la fête avec l'argent volé dans le coffre-fort, Étienne a pris une échelle. Il est monté jusqu'à la fenêtre de la bibliothèque au premier étage. Il a toqué doucement, à peine plus fort que la pluie. Hélène a ouvert tremblante.
En quelques minutes, dans un chuchotement précipité, ils ont échangé. Elle lui a dit la vérité. La séquestration, le chantage, la folie simulée. Étienne, les larmes aux yeux, a juré de l'aider. Il voulait appeler la police, mais Hélène l'a arrêté. « Non, Étienne, si la police vient, il montrera le certificat médical. Ils croiront que je suis folle. Il a tout prévu. Il faut le piéger. Il faut une preuve irréfutable. » Le lendemain, Étienne est revenu profitant d'un moment où il taillait le lierre sous la fenêtre. Il a glissé à travers les barreaux du garde-corps un petit objet métallique. Un dictaphone numérique, un modèle miniature qu'il avait acheté en ville avec ses propres économies. « Appuyez ici, madame, le bouton rouge. Ça enregistre tout. Cachez-le bien. » Hélène a glissé l'appareil dans le corsage de sa robe contre sa peau. Elle sentait le métal froid battre au rythme de son cœur. Elle avait son arme. Maintenant, il fallait attendre l'assaut final. Il n'a pas tardé. 3 jours plus tard, une berline noire s'est garée devant le perron. Un notaire, ou du moins un homme, qui en avait l'allure et la fonction, mais dont l'éthique avait été achetée depuis longtemps par les promesses de Jean-Paul. Il était accompagné d'un clerc. Ils sont montés dans la bibliothèque. Jean-Paul était là, triomphant nerveux. Il avait préparé une mise en scène. Hélène était assise dans son fauteuil, affaiblie par des jours de semi-jeûne imposés. Sur la table, une pile de documents, la cession de l'usufruit, la procuration générale sur tous les comptes bancaires et l'annulation des dispositions testamentaires en faveur de la Croix-Rouge. L'ambiance dans la pièce était suffocante. Le notaire a toussé gêné, mais complice. « Madame Valois, nous allons procéder à la signature. Votre fils nous a expliqué que vous souhaitiez vous décharger de la gestion du domaine, compte tenu de votre état de fatigue. » Hélène a regardé ses hommes. Elle a vu les vautours tourner autour de sa dépouille, encore chaude. Elle a joué le jeu. Elle a laissé sa main trembler plus que de raison. Elle a faim, la confusion. Je ne sais pas. Est-ce bien nécessaire? Où sont mes lunettes? Jean-Paul s'est approché, menaçant, sa voix sifflante à son oreille. « Arrête ton cinéma, maman. Signe, tout de suite, sinon je te jure que ce soir tu dors à l'hospice. Et personne ne viendra te voir. Jamais. » Hélène a baissé la tête. « J'ai soif, » a-t-elle murmuré. « Donnez-moi un verre d'eau, je vous en prie. Je ne peux pas signer la gorge sèche. » Jean-Paul a soupiré d'exaspération, a fait un signe brusque au notaire, qui lui a tendu une carafe. Pendant ce bref instant de distraction, alors que les regards étaient tournés vers le verre qui se remplissait, Hélène a glissé sa main dans son corsage. Un clic silencieux. Le voyant rouge s'est allumé, caché sous le tissu. L'enregistrement avait commencé. Elle a bu lentement. Puis elle a repris le stylo. Elle a posé des questions d'une voix chevrotante mais calculée pour pousser son fils à bout. « Mais Jean-Paul, pourquoi veux-tu vendre les parts de la vigne? » « Les hauts murs, c'était la préférée de ton père. » La réponse de Jean-Paul fut celle qu'elle attendait, celle qui allait sceller son destin judiciaire. Il a perdu patience. Il a oublié la présence du notaire, ou s'est senti trop protégé par leur complicité. Il s'est penché sur elle, le visage tordu par la haine et l'avidité, et il a hurlé ces mots qui allaient résonner plus tard dans le tribunal. « Je me fous de la vigne de papa. Je veux le cash. Tu vas signer cette saloperie de papier vieille folle ou je te laisse crever ici comme un chien. Tu entends? Je t'enferme et je jette la clé. » Le silence qui a suivi était terrible. Le notaire a baissé les yeux mal à l'aise devant tant de crudité, mais il n'a rien dit. Il a tendu le stylo. Hélène a signé. Oui, elle a signé. Il le fallait. Il fallait qu'ils croient avoir gagné pour qu'ils relâchent leur vigilance. Jean-Paul a arraché les papiers des mains de sa mère, avec un sourire carnassier. Enfin, ce n'était pas si compliqué si... Ils sont partis, la laissant seul victorieux, persuadés d'avoir réussi le casse du siècle. Ils ignoraient qu'ils venaient de signer leurs aveux. Le soir même, Étienne récupérait le dictaphone descendu au bout d'une ficelle, le long de la façade. Le lendemain, il l'apportait non pas à la police locale, où Jean-Paul avait des connaissances,
mais directement au cabinet d'un grand avocat bordelais, un ancien rival d'Henri réputé pour son intégrité absolue et sa détestation des injustices, Maître Lamartine. Et nous revoilà dans la salle d'audience. Le retour au présent. L'avocat de Jean-Paul vient de terminer sa plaidoirie haineuse, demandant la mise sous tutelle définitive d'Hélène. Le juge se tourne vers la défense. Maître Lamartine se lève. Il est calme. Il ne crie pas. Il tient à la main une simple clé USB. « Monsieur le Président », commence-t-il, « on a tenté de vous peindre le portrait d'une femme sénile perdue, nécessitant protection. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que ma cliente est victime d'une machination sordide, d'un abus de faiblesse caractérisé et d'une séquestration. Et je ne vais pas me contenter de le dire. Je vais vous le faire entendre. Il demande la permission de diffuser une pièce à conviction. Le juge intrigué accepte. Le silence se fait total dans la salle. On n'entend plus que la pluie dehors. Puis, grésillante mais parfaitement audible, la voix de Jean-Paul s'élève des enceintes du tribunal. Je me fous de la vigne de papa. Je veux le cash. Tu vas signer cette saloperie de papier vieille folle ou je te laisse crever ici comme un chien. » L'effet est dévastateur. C'est comme une bombe qui explose au milieu de la salle. Les murmures parcourent le public. Le visage de Jean-Paul, jusqu'alors si arrogant, se décompose. Il devient livide. Il essaie de se lever, de dire que c'est un trucage, mais son avocat le tire par la manche pour le rasseoir, comprenant que la partie est finie. Le notaire, présent dans la salle comme témoin, baisse la tête, sachant que sa carrière vient de s'achever. Hélène, elle redresse la tête. Elle regarde son fils. Il n'y a pas de triomphe dans son regard, seulement une immense tristesse. La tristesse de voir la chair de sa chair révélée dans toute sa laideur morale. Le verdict rendu quelques semaines plus tard fut exemplaire. La justice, parfois lente, s'est frappée fort quand l'évidence est là. Tous les actes signés sous la contrainte ont été annulés. Jean-Paul a été condamné pour abus de faiblesse sur personne vulnérable et séquestration. 3 ans de prison ferme, dont 18 mois avec sursis. Le médecin complice et le notaire véreux ont été radiés et poursuivis pénalement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'a fait Hélène de cette liberté retrouvée de ce patrimoine, sauvée des eaux? A-t-elle gardé rancune? S'est-elle aigrie? Non. Hélène Valois a fait ce qu'elle avait promis. Elle a vendu le château. C'était trop grand, trop chargé de souvenirs douloureux. Elle a vendu à une famille de vignerons passionnés qui respecteraient la terre d'Henri. Avec l'argent, elle a assuré une rente à vie pour Étienne, le jardinier fidèle, son véritable sauveur. Elle a fait un don colossal à la Croix-Rouge et à une fondation qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Elle vit aujourd'hui dans une petite maison confortable près de la mer, dans le bassin d'Arcachon. Elle a retrouvé le sommeil. Elle lit, elle marche sur la plage. Elle respire. Elle n'a plus de contact avec Jean-Paul. C'est une blessure qui ne cicatrisera jamais totalement, mais elle a choisi la paix plutôt que le chagrin. Mesdames, messieurs, cette histoire nous interpelle tous. Elle nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une fatalité et que le courage n'a pas d'âge. Elle nous rappelle aussi de rester vigilants. Protégez vos aînés, écoutez-les. Ne laissez pas le silence s'installer derrière les volets clos. Car parfois le danger ne vient pas d'un inconnu dans la rue, mais de celui à qui l'on a tout donné. Et vous? Avez-vous déjà été témoin de telles ingratitudes? Avez-vous dans votre entourage des histoires d'héritage qui ont déchiré des familles? Je suis sûre que oui. Les notaires disent souvent que l'on ne connaît vraiment une famille que le jour de l'ouverture du testament. Hélène, elle a eu le courage de l'ouvrir de son vivant pour écrire elle-même la fin de son histoire. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.